Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Il y a ces moments où quelque chose bascule doucement, sans bruit, sans signal, sans avertissement visible, un glissement qui ressemble à rien, qui ne laisse presque aucune trace dans la mémoire, et pourtant, on ne voit plus tout à fait de la même façon. Ce soir, c'est de cela qu'il s'agit, non pas d'un événement, non pas d'une révélation, mais de ce mouvement très discret, ce retournement presque imperceptible où quelque chose dans la perception se déplace légèrement sur son axe et le monde, sans avoir changé d'une seule molécule, devient légèrement autre. Laissez votre corps s'alourdir doucement contre ce qui vous soutient. Laissez la nuit faire son travail autour de vous. Et si le sommeil commence à vous chercher en chemin, ne le repoussez pas. Une lumière sur le mur. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, à moins que cela soit hier soir, vous étiez allongé dans une pièce connue. Les murs étaient ceux de toujours, la lumière était celle de toujours, un bruit lointain, la rue peut-être, ou une fenêtre dans un appartement voisin, quelque chose de tout à fait ordinaire. Et puis, sans décider de le faire, vous avez tourné la tête. Pas un grand geste, juste un déplacement de quelques degrés, et soudain, l'ombre portée d'un objet sur le plafond n'avait plus du tout la même forme que vous ne l'aviez jamais consciemment remarqué. Il n'y avait rien de nouveau dans cette ombre. Elle existait depuis longtemps, probablement. Votre cerveau l'avait simplement classée, rangée dans cette immense archive silencieuse qu'il tient à jour chaque instant, mur connu, plafond connu, rien à signaler. Et là, pour une raison que vous n'auriez pas su nommer, quelque chose s'était détaché de la case du connu, et l'ombre était redevenue une ombre, une véritable ombre, avec sa forme propre, sa densité, sa singularité étrange. Ce moment-là, si petit qu'il semble presque ne pas mériter d'attention, est peut-être l'un des plus intéressants de ce que l'esprit humain est capable de vivre. Au corps, ce retournement du regard, ce bref affranchissement de l'habitude, cette seconde où la perception cesse de répéter ce qu'elle sait et se remet, le temps d'un battement, à simplement voir. Ce que le regard apprend sans le savoir. Les chercheurs qui étudient la perception visuelle reviennent souvent à une idée surprenante. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Non pas parce que nos yeux sont défaillants, non pas parce que notre esprit nous trompe, mais parce que voir, dans le sens où nous le vivons, n'est pas simplement recevoir de la lumière. C'est une construction, une interprétation continue, un travail immense et invisible que le cerveau accomplit à chaque instant, en recourant massivement à ce qu'il a déjà appris. Quand un rayon de lumière traverse la cornée et atteint la rétine, quand les photorécepteurs convertissent cette lumière en signaux nerveux, quand ces signaux remontent vers le cortex visuel, ce qui se passe ensuite est bien plus complexe qu'une simple lecture d'images. Le cerveau ne reçoit pas une photographie du monde, il reçoit des données brutes, fragmentaires, lacunaires, et il les complète, il les interprète, il les met en forme selon des modèles qu'il a construits au fil de millions d'expériences antérieures. Une chaise, dans cette pièce, n'est pas reconnue comme une chaise parce que le cerveau la voit vraiment tout entière. Elle est reconnue parce que quelques indices suffisent, 4 pieds, une surface horizontale à la bonne hauteur, et le cerveau complète le reste, il ajoute ce qu'il sait déjà, il projette une forme connue sur une donnée partielle. C'est d'une efficacité remarquable, et c'est aussi, dans un sens très doux, une forme d'aveuglement. Parce que ce qui est reconnu n'est plus vraiment vu. Ce qui porte une étiquette stable dans la mémoire cesse d'être une expérience vivante et devient une référence, un signe qui renvoie à lui-même, sans plus offrir de surface au contact direct. L'étiquette est la chose. Il existe un phénomène que certains chercheurs en psychologie de la perception ont étudié avec soin, un phénomène discret qui ne surgit généralement que dans des conditions particulières, mais que presque tout le monde a vécu sans l'avoir nécessairement nommé. On l'appelle parfois la satiation sémantique, ou, dans un langage plus quotidien, l'étrangeté d'un mot répété trop longtemps. Essayez,
si vous en avez encore l'envie ce soir, de répéter mentalement un mot simple, n'importe lequel, table, table, table. Après un certain nombre de répétitions, le mot commence à perdre sa forme connue. Il se défait de ce qu'il désignait. Il devient un assemblage de sons, une vibration abstraite, quelque chose qui appartient à la langue, mais plus tout à fait au monde des objets. La chose et son nom se séparent, le temps d'un instant. Et dans cette séparation, quelque chose d'étrange et de presque libérateur se produit. La chose, provisoirement affranchie de son nom, redevient une chose à regarder. Une table n'est plus une table, c'est une surface, c'est une texture, c'est une forme dans l'espace, c'est la façon dont la lumière se comporte sur un plan horizontal. Ce décalage, cette brève suspension de l'étiquette est peut-être ce qui se passe aussi à une autre échelle dans ces moments de retournement du regard dont nous parlons ce soir. L'habitude s'interrompt, la reconnaissance hésite, et dans cet intervalle très bref, quelque chose de la chose elle-même, dans sa singularité, dans sa présence réelle, parvient jusqu'à nous. Le visage familier. Il y a ceux que nous connaissons depuis longtemps, une personne de l'enfance, un ami des années de jeunesse, quelqu'un dont le visage est gravé dans la mémoire avec une précision qui semble totale. Et pourtant, il arrive parfois dans un contexte légèrement différent, dans une lumière inhabituelle, ou tout simplement après une absence un peu prolongée, que ce visage connu devienne soudain étrange, pas méconnaissable, pas inquiétant, mais comme vu pour la première fois depuis longtemps, comme si la mémoire avait légèrement débordé de sa case et que le vrai visage, le visage vivant, présent, changeant, avait pris un instant le dessus sur le portrait intérieur. Ce sont des rides qu'on n'avait pas vues, une façon particulière de tenir les épaules, une couleur dans les yeux qu'on n'avait jamais vraiment regardée, pas parce qu'elles n'étaient pas, ce n'était pas là, parce qu'elles étaient là depuis toujours, mais recouvertes par le familier, noyées dans cette image intérieure si solidement construite qu'elle prenait la place de la perception réelle. Ces moments-là sont souvent un peu troublants. On ne sait pas bien comment les nommer. On ressent quelque chose comme de la distance, peut-être, ou au contraire, paradoxalement, quelque chose comme une présence accrue. Comme si, pour cet instant, la personne n'était plus là, plus réelle, plus dense, plus singulière que dans tous les échanges ordinaires où l'habitude fait le travail à la place de l'attention. La phrase relue. Il y a aussi cela, une phrase lue autrefois dans un livre ou un vers d'un poème rencontré à l'adolescence, quelque chose qui avait plu, qui avait été retenu, peut-être recopié quelque part, et puis rangé dans cette mémoire qui garde tout, mais pas toujours au même endroit. Des années passent, d'autres livres, d'autres phrases, d'autres saisons. Et puis un soir, on retombe sur cette phrase, par hasard, dans un carnet oublié ou dans un texte cité quelque part. Elle est identique, les mêmes mots dans le même ordre. Et pourtant, elle dit autre chose. Non pas parce qu'elle aurait changé, mais parce que celui qui la lit n'est plus tout à fait la même personne que celui qui la lisait autrefois. Les mots ont traversé le même filtre, mais ce filtre a une texture différente. Il a été poncé par des expériences, assoupli par des douleurs, élargi par des joies, rendu plus poreux par des questions qui n'existaient pas encore à l'époque de la première lecture. Oh, cette phrase relue, qui dit maintenant autre chose, est un exemple parfait de ce retournement du regard que nous explorons ce soir. Schloss, ce n'est pas la phrase qui s'est retournée, c'est le regard qui s'est posé sur elle depuis un angle légèrement différent, et ce déplacement minuscule change tout ce qu'elle éclaire. Ce que comprendre veut dire. Nous avons souvent une idée assez précise de ce que comprendre devrait être, quelque chose comme une réponse, un résultat, un passage du flou au net, de l'incertain au stable. La compréhension, dans cette image-là, ressemble à une lumière qui s'allume, ou à une pièce de puzzle qui trouve sa place, et le problème se referme sur lui-même, résolu.
Mais il y a une autre forme de compréhension, plus discrète, moins conclusive, et peut-être plus profonde dans certains cas. Pas la compréhension qui ferme, mais celle qui ouvre. Celle qui ne donne pas une réponse mais un autre angle, celle qui ne résout pas mais déplace le regard suffisamment pour que la question elle-même devienne différente. Les philosophes qui ont réfléchi à la nature de la connaissance, Wittgenstein, dans ses écrits tardifs, y revient souvent, ont parfois distingué deux types de savoir. Celui qu'on peut formuler, transmettre, vérifier, et celui qu'on ne peut pas vraiment dire, mais qu'on peut seulement montrer, ou vivre, ou reconnaître quand il surgit. Le retournement du regard appartient souvent à cette seconde catégorie. On ne sait pas exactement ce qu'on a compris, on ne pourrait pas l'écrire dans une définition, mais quelque chose a changé dans la façon dont on voit, et ce changement est réel, même s'il résiste à toute tentative de traduction exacte. L'œil qui se retourne sur lui-même. Il y a quelque chose de particulier dans ce mouvement que nous décrivons, quelque chose qui distingue le retournement du regard d'une simple découverte. Quand on découvre quelque chose de nouveau, le regard avance. Il va chercher ce qui était absent, ce qui n'était pas encore là, et il le ramène dans le champ de ce qu'on connaît. Mais dans le retournement dont nous parlons, rien de nouveau n'est apparu. Rien n'a été découvert au sens propre du terme. Ce qui était là depuis toujours. C'est le regard lui-même qui s'est retourné, qui s'est mis, l'espace d'un instant, à regarder différemment ce qu'il regardait depuis longtemps. Ce n'est pas une découverte, c'est une révision, ou peut-être plus juste, encore, une déshabituation. Les neuroscientifiques qui étudient l'attention et la perception parlent souvent de ce mécanisme. Ils nomment parfois ce processus l'habituation, cette tendance naturelle et fondamentale du système nerveux à réduire progressivement la réponse face à un stimulus répété. Un bruit qui revient toutes les nuits finit par ne plus s'entendre. Une douleur légère et constante finit par se dissoudre dans le fond du corps. Un paysage familier finit par se confondre avec l'idée qu'on a de lui. L'habituation est un mécanisme de survie. Elle permet de ne pas être submergé en permanence par la totalité de ce que les sens captent. Mais elle a un coût. Ce coût, c'est l'effacement progressif de la surface des choses. Ce voile doux, presque confortable, que l'habitude dépose sur le monde jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un décor géré, administré, perçu sans vraiment être senti. Le lieu banal, soudain immense. Il y a des endroits que l'on connaît trop bien pour les voir. Une cuisine traversée 1000 fois, un couloir de maison d'enfance, une place de village que l'on a traversée chaque semaine pendant des années. Et il arrive parfois, rarement, mais cela arrive, que dans un état particulier, une fatigue calme, une fièvre légère, un demi-sommeil au milieu de l'après-midi, ce lieu si connu devienne soudain immense. Pas physiquement, les dimensions sont les mêmes, les murs sont aux mêmes endroits, mais quelque chose dans la façon dont l'espace est ressenti a changé. Ce couloir qui n'était qu'un passage, ces quelques mètres parcourus automatiquement chaque soir, prend soudain une texture d'espace. Il a une odeur qu'on n'avait pas remarquée, une acoustique particulière, une lumière qui ne ressemble à aucune autre. Et pendant ce bref intervalle, on est dans ce couloir comme on serait dans un endroit qu'on découvre, non pas étranger, mais neuf. C'est l'habituation qui s'est suspendue, juste le temps d'un souffle. Et dans cet intervalle, le lieu a repris sa présence. Ces expériences ne durent jamais longtemps. Quelques secondes, parfois moins. Le cerveau récupère très vite son efficacité. Il reclasse, il réidentifie, il renomme, et le couloir redevient un couloir. Mais dans ces quelques secondes, quelque chose s'est passé. Une perception réelle a eu lieu, pas la représentation d'un lieu. Le lieu lui-même, avec sa densité singulière. La mémoire qui change de texture. Les souvenirs aussi se retournent. Un souvenir que l'on croit stable, un événement de l'enfance, une conversation importante, une journée particulière,
peut traverser des années en gardant une forme apparemment fixe. On le pense immuable, on le cite comme une référence. Je me souviens de ce jour. Et puis un détail surgit. Quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas. On retrouve une photographie qui recompose le décor différemment de ce qu'on imaginait. On apprend un fait qui modifie le contexte. Et le souvenir se retourne. Oh, pas dans le sens d'un effacement, pas dans le sens d'une trahison, mais dans celui d'une révision silencieuse. Ce qui semblait être la vérité brute d'un moment vécu apparaît maintenant comme une interprétation, une reconstruction partielle, une histoire que le cerveau a bâtie à partir de fragments et qu'il maintient à jour à sa façon, selon ses propres règles. Les neurosciences de la mémoire ont beaucoup à dire à ce sujet. Elisabeth Loftus, qui a consacré des décennies à étudier la mémoire humaine, a montré avec une précision troublante que les souvenirs ne sont pas des enregistrements. Ils sont des reconstructions, des récits actifs, des édifices que l'esprit bâtit et rebâtit à chaque fois qu'il les convoque. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique. La mémoire humaine est plastique, elle s'adapte, elle intègre de nouveaux éléments, elle réinterprète le passé à la lumière du présent. Et parfois, dans ce processus, un souvenir se retourne sur lui-même. Il ne dit plus exactement la même chose, il n'éclaire plus exactement le même espace, et on se retrouve devant sa propre histoire avec ce regard légèrement différent, ce regard qui voit autrement sans pouvoir dire précisément ce qui a changé. Le bord de la carte. Il y a une métaphore ancienne que les géographes et les philosophes ont souvent aimée, celle des cartes qui s'arrêtent. Dans les cartographies médiévales, là où les connaissances réelles s'épuisaient, là où les voyageurs n'étaient jamais allés ou n'en étaient jamais revenus, les cartographes laissaient parfois des espaces vides. Ou, dans certaines traditions, ils y écrivaient des formules, des avertissements discrets. Ici commence l'inconnu, parfois ornés de créatures symboliques, de figures allégoriques qui n'étaient pas des affirmations d'existence, mais des marqueurs d'ignorance assumés. Ce bord de la carte, cette lisière entre ce qu'on sait cartographier et ce qui n'a pas encore de forme mesurée, c'est un peu ce que ressemble à l'endroit où se produit le retournement du regard. On est dans un territoire connu. La carte intérieure couvre tout. Chaque chose est nommée, classée, placée. Et puis, pour une raison qui tient à l'angle, à la lumière, à un état de fatigue ou de calme particulier, quelque chose glisse juste légèrement hors de la carte. Pas dans l'inconnu absolu, pas dans l'inquiétant, juste au bord. Et à ce bord, la chose retrouve un peu de sa liberté. Elle cesse d'être entièrement définie. Elle déborde légèrement de son contour habituel. Elle a, pour un instant, la qualité de ce qui n'est pas encore nommé. Il n'y a rien d'anxieux dans ce bord-là. C'est même souvent très doux, comme si le fait de ne pas tout à fait savoir rendait la présence des choses plus proches, plus tangibles, plus réelles. La science des illusions et ce qu'elle enseigne. Les chercheurs qui étudient les illusions visuelles savent quelque chose d'important. Une illusion n'est pas une erreur. C'est une révélation. Quand deux lignes de longueur identiques semblent différentes selon la façon dont elles sont présentées, quand un carré gris semble changer de couleur selon ce qui l'entoure, quand un visage ambigu peut être vu de deux façons différentes selon qu'on le regarde d'un côté ou de l'autre, ce ne sont pas des erreurs du système visuel. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur le fonctionnement réel de la perception. Ce que ces illusions montrent, c'est que la vision est une déduction, que le cerveau ne lit pas simplement ce qui est là, mais interprète activement les indices disponibles selon des règles apprises et des probabilités calculées. Et ces règles, ce qui fonctionnent admirablement dans la plupart des situations, peuvent être prises en défaut, non pas parce qu'elles seraient mauvaises, mais parce qu'elles sont des règles générales appliquées à des situations particulières. L'illusion de Müller-Lyer, dans laquelle deux segments de même longueur paraissent différents selon l'orientation de leurs extrémités, est connue depuis plus d'un siècle. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne peut pas la défaire, même en sachant que les lignes sont égales,
même après les avoir mesurées, même en ayant parfaitement compris le mécanisme, elles semblent toujours différentes. Ce que cela dit de la perception est à la fois modeste et vertigineux. Le savoir conscient ne suffit pas à modifier ce que les yeux voient. La perception a ses propres règles. Elle fonctionne selon ses propres logiques. Elle n'attend pas l'accord de la conscience pour faire son travail. Et pourtant, il y a des moments où quelque chose se modifie, pas radicalement, pas durablement, toujours, mais suffisamment pour que la vision ordinaire laisse place à quelque chose de légèrement différent. Ces moments-là ne s'induisent pas facilement. Ils ne s'ordonnent pas. Ils surviennent, souvent dans des états de calme particuliers, souvent à la lisière du sommeil, souvent dans les nuits comme celle-ci. Ce que l'enfance sait encore. Les enfants très jeunes, ceux qui apprennent encore à nommer les choses, qui s'approprient progressivement le vocabulaire du monde, vivent, pendant un certain temps, dans un rapport au visible qui est différent du nôtre. Pas supérieur, pas inférieur, différent. Pour un enfant qui ne connaît pas encore le mot nuage, un nuage n'est pas un nuage. C'est une forme, une couleur qui se déplace, une douceur de lumière, quelque chose qui n'a pas encore de nom et qui, pour cette raison, est perçu dans sa nudité propre. Le mot viendra, il est utile, il permet de communiquer, de raisonner, de partager. Mais quelque chose de l'expérience directe, quelque chose de cette perception non encore médiatisée par le langage se modifie légèrement quand le mot s'installe. Ce n'est pas une perte définitive, ce n'est pas non plus une nostalgie, c'est simplement une transformation dans le registre du voir. Et parfois, dans les états particuliers dont nous parlons ce soir, quelque chose de ce regard sans étiquette revient, pas complètement, pas longtemps, mais suffisamment pour que le monde reprenne juste un peu de cette densité de l'innon, de cette présence non encore classée. Le moment entre deux états. Il y a un temps qui précède le sommeil. Pas tout à fait le sommeil encore, pas tout à fait l'éveil non plus. Un entre-deux que les scientifiques nomment hypnagogie, cet état de transition où la conscience commence à se délier, mais où quelque chose du regard reste encore actif. Dans cet état, des images surgissent parfois, des fragments visuels sans lien narratif, des éclats de couleurs, des formes géométriques qui se transforment, des visages inconnus, des paysages qui n'ont jamais existé. Ces images hypnagogiques sont connues depuis l'Antiquité. Aristote les mentionnait déjà. Des artistes et des scientifiques, à travers les siècles, ont décrit cet espace de l'entre-deux avec fascination. Thomas Edison, dit-on, s'y intéressait particulièrement. Il cherchait à capturer les idées qui surgissent dans cet état particulier, dans cette zone frontalière où la censure consciente se relâche et où la pensée prend des formes inattendues. Ce qui se passe dans l'hypnagogie est une forme de retournement. Le regard intérieur cesse de suivre les règles ordinaires. Les associations habituelles s'assouplissent, les frontières entre les catégories deviennent perméables. Et dans cet assouplissement, quelque chose voit autrement. Quelque chose perçoit selon des lois différentes. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas non plus la révélation mystique, c'est simplement un autre mode de la perception, un registre différent du regard, accessible dans ces moments de transition où le contrôle cède un peu, où l'habitude se suspend et où la conscience, délestée de ses tâches ordinaires, peut regarder différemment. Ce que la contemplation peut faire. Dans de nombreuses traditions philosophiques et contemplatives, des pratiques ont été développées au fil des siècles pour induire délibérément quelque chose qui ressemble à ce dont nous parlons. Non pas comme performance, non pas comme exercice, mais comme manière d'habiter différemment le regard. Dans la tradition bouddhiste zen, il existe une pratique qu'on appelle shikantaza, ce qu'on traduit parfois par simplement s'asseoir, une présence non directive, ouverte, sans objectif précis, sans effort pour saisir ou repousser. Dans cette façon d'être,
Le regard n'est pas orienté vers une chose particulière, il n'est pas non plus dispersé. Il est ouvert, et dans cette ouverture, quelque chose change dans la texture de ce qu'on voit. Les choses ne perdent pas leur nom, mais elles sont moins définitivement enfermées dans leur nom. La phénoménologie, cette branche de la philosophie développée notamment par Edmund Husserl au début du XXe siècle, propose quelque chose de comparable sous le nom d'épochet, une mise entre parenthèses provisoire des certitudes habituelles, un suspens des présupposés, pour revenir aux choses elles-mêmes, pas pour les nier, pas pour les déconstruire, pour les regarder depuis un point légèrement antérieur à celui où l'habitude nous installe. Ces approches, aussi différentes soient-elles dans leur contexte et leur langage, partagent quelque chose de fondamental. Elles reconnaissent que le regard ordinaire est un regard armé de catégories, d'habitudes, d'attentes, et que parfois, le désarmer un peu permet d'accéder à une autre qualité du réel. Non pas un réel plus vrai, non pas un réel caché derrière les apparences, mais le même réel vu depuis un angle légèrement libéré. L'instant et sa douceur. Il n'y a rien de difficile dans ce dont nous parlons ce soir. Rien qui nécessite un effort particulier, rien qui demande une formation, une technique, un apprentissage long. Ces moments de retournement du regard surviennent, ils ont leur propre calendrier, leur propre logique. Et souvent, ils surviennent précisément quand on ne les attend pas, dans une nuit calme, dans une pièce connue, dans une respiration qui ralentit. Comme si le relâchement de l'attention ordinaire, cette légère dépose du contrôle, créait l'espace où quelque chose peut basculer. C'est peut-être pour cela que ces moments appartiennent si souvent aux lisières du sommeil. Le corps se détend, les muscles cèdent, la pensée ralentit, les tâches de la journée s'éloignent, et dans ce relâchement progressif, le regard perd un peu de sa vigilance classifiante et peut, l'espace d'un instant, simplement être là, simplement voir, sans nommer tout de suite, sans ranger, sans anticiper, simplement recevoir ce qui est là, dans sa présence ordinaire et étrange à la fois. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce moment, où aucune lumière particulière, aucune révélation. Juste cette douceur de la présence retrouvée, cette légèreté de ce qui cesse d'être entièrement contrôlé, ce soulagement très discret de ne plus avoir à tout nommer pour que tout continue d'exister. Les choses sont là, elles ont toujours été là. Ce qui change, c'est la façon dont on se tient en leur présence, un peu moins armé, un peu plus ouvert. Le monde reste le même et n'est plus le même. Il y a une phrase que certains philosophes ont aimée et qui revient dans des formes diverses à travers des traditions très différentes. L'idée que le monde reste identique à lui-même et pourtant change entièrement selon la façon dont on le regarde. Pas parce qu'il serait subjectif, pas parce qu'il serait une construction de l'esprit, mais parce que le regard est lui-même une réalité. Il a son épaisseur, sa texture, son histoire. Et le monde que perçoit un regard fatigué n'est pas exactement le même que le monde que perçoit un regard frais. Le monde que perçoit un regard habituellement chargé d'inquiétude n'est pas le même que le monde que perçoit un regard qui s'est légèrement apaisé. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité de la rencontre entre un regard et ce qu'il regarde. Et le retournement du regard, ce déplacement minuscule dont nous parlons depuis le début, est précisément cela. Un changement dans le regard qui produit un changement dans le monde vécu, sans que le monde, pour autant, ait bougé d'un millimètre. Ce qui demeure après. Ces moments passent. Le couloir redevient un couloir. Le visage se recloifie dans la familiarité. La phrase relue retrouve son ancienne place, modifiée peut-être légèrement. L'ombre sur le plafond s'efface à nouveau dans le décor. Mais quelque chose reste, pas toujours conscient, pas toujours nommable, mais quelque chose. Comme si chaque retournement du regard, même le plus bref, même le plus imperceptible, laissait une légère trace dans la façon dont on voit ensuite. Une imperceptible porosité, une fissure très fine dans la certitude du familier.
Pas une fissure qui inquiète, pas une fissure qui déstabilise, mais une fissure qui laisse passer un peu de lumière. On ne peut pas planifier ces moments, on ne peut pas les produire volontairement, de la même façon qu'on produit un résultat. Mais on peut cultiver les conditions dans lesquelles ils surviennent. Le calme, la lenteur, l'attention sans tension, la présence sans objectif. Ces états qui ressemblent à ce que certains décrivent comme du repos et qui sont peut-être aussi les moments où la perception s'autorise à voir ce qu'elle n'avait pas vu. Vers le bord du sommeil. Il y a ce moment juste avant que le sommeil vienne vraiment, quand la pensée se fait plus lente, quand les images commencent à surgir sans logique narrative, quand le corps s'est presque entièrement rendu. Dans ce moment-là, le regard est déjà tourné vers l'intérieur, pas encore les yeux fermés entièrement sur le noir, mais plus tout à fait les yeux ouverts sur le visible, un regard intermédiaire, un regard qui commence à voir autrement. C'est peut-être l'un des moments les plus propices à ce retournement dont nous avons parlé ce soir. Pas le retournement spectaculaire, pas la révélation soudaine, mais ce glissement très doux, très naturel, très proche de ce qui arrive déjà tout seul quand on laisse le corps faire son travail. La pensée se retourne sur elle-même, le regard intérieur se pose différemment. Les certitudes de la journée se dissolvent légèrement dans la douceur du soir. Et dans cette dissolution, quelque chose voit, quelque chose qui n'est pas exactement le même que celui qui a traversé la journée, quelque chose de légèrement plus libre, de légèrement plus ouvert. L'œil qui comprend sans conclure. Comprendre, ce mot, dans les langues latines, porte quelque chose d'intéressant. Il vient du latin comprehendere, qui signifie saisir, tenir ensemble, embrasser. Il y a dans ce verbe une idée de clôture, quelque chose qui se referme sur l'objet de la compréhension pour le tenir. Mais la compréhension dont il est question ce soir, le type de compréhension qui accompagne le retournement du regard, est d'une autre nature. Elle ne saisit pas, elle ne tient pas, elle change d'angle, elle laisse la chose s'ouvrir différemment, elle permet que quelque chose soit vu autrement, sans pour autant que ce autrement soit définitivement fixé. C'est une compréhension qui n'épuise pas, qui ne conclut pas, qui ne ferme pas le dossier, mais qui ajoute, dans la vision, une couche légère de complexité, une nuance supplémentaire, un degré de liberté de plus dans la façon de regarder. Et peut-être, dans le fond, c'est ce que la plupart des choses importantes nous apprennent. Non pas à mieux saisir, mais à tenir autrement, à regarder autrement, à laisser plus d'espace entre le regard et ce qu'il regarde, plus d'espace pour la chose elle-même, pour sa présence singulière, pour ce qu'elle est au-delà de ce qu'on en sait. La nuit et sa permission. La nuit a quelque chose de particulier pour le regard. Elle efface les contours, elle atténue les couleurs, elle réduit le champ visible. Et dans cette réduction, quelque chose d'autre devient possible. Les détails qui organisaient la perception en plein jour s'effacent ou se fondent. Ce qui était clairement séparé prend des bords moins nets. Et dans ce flou doux de la nuit, les choses retrouvent parfois quelque chose de leur mystère. Pas d'inquiétant, pas de menaçant. Simplement cette qualité de l'indéfini, de la peine perceptible, de ce qui existe sans encore se laisser entièrement saisir. La nuit est un espace propice au retournement. Parce que la nuit efface les certitudes visuelles ordinaires, parce que la nuit ralentit le mouvement, parce que la nuit invite à ce relâchement de la vigilance qui permet à la perception de se reconfigurer légèrement. C'est peut-être pour cela que tant d'idées surgissent dans l'obscurité, que tant de compréhensions qui résistaient en plein jour trouvent leur forme dans le calme d'une nuit silencieuse. Non pas parce que la nuit serait plus vraie, mais parce qu'elle invite à regarder autrement, parce que dans le noir, l'œil ne peut plus se satisfaire des formes connues, il doit travailler différemment, il doit accepter l'incertitude, il doit voir avec moins. Et parfois, voir avec moins
c'est voir autrement. La texture du temps ordinaire. Il y a quelque chose que le retournement du regard fait aussi au temps, pas le temps des horloges, pas le temps des calendriers, mais le temps vécu, celui qui s'étire ou se contracte selon les états, celui qui pèse différemment selon qu'on est heureux ou anxieux, selon qu'on attend ou qu'on ne fait qu'être là. William James, le philosophe et psychologue américain de la fin du XIXe siècle, avait remarqué quelque chose de simple et de profond à la fois. Le temps passé dans l'attention vivante semble plus court sur le moment, mais plus riche dans le souvenir. Le temps passé dans la distraction ou l'ennui semble long au présent, mais laisse peu de substance dans la mémoire. C'est une observation que beaucoup reconnaissent immédiatement. Les vacances qui volent quand on les vit et qui semblent si longues dans les récits qu'on en fait ensuite, les journées de travail monotones qui s'étirent dans leur traversée mais ne laissent rien dans la mémoire de la semaine. Cette asymétrie est réelle et elle tient à la qualité de l'attention. Quand le regard est retourné, quand quelque chose dans la perception s'est légèrement modifié, le temps change de texture. Il ralentit légèrement, il s'épaissit, il devient un peu plus dense, un peu plus habité. Pas parce que les minutes seraient plus longues au sens physique du terme, mais parce que ce qui se passe dans ces minutes a une qualité de présence plus grande. On n'est plus là. Et parce qu'on n'est plus là, le temps, dans le souvenir, aura plus de substance. Ces instants de retournement sont des instants d'épaississement du temps vécu, des moments où on existe un peu plus entièrement dans ce qui est. L'art est le regard retourné. Les artistes savent quelque chose de cela, ou plutôt, ils travaillent à partir de cela. Un tableau ne représente jamais simplement ce qu'il montre, un poème ne dit jamais simplement ce qu'il formule. La peinture et la poésie travaillent à déplacer le regard ordinaire, à le dérouter légèrement, à lui faire voir la chose, non pas différemment de ce qu'elle est, mais plus complètement. Dans ce sens profond, l'art est peut-être l'une des pratiques humaines les plus délibérément tournées vers ce retournement du regard. Cézanne, peignant la montagne Sainte-Victoire encore et encore, non pas pour la reproduire fidèlement, mais pour trouver quelque chose dans la façon de la voir qui échapperait à la simple représentation. Quelque chose dans la façon dont la lumière et la forme et la couleur existent ensemble dans un espace particulier, quelque chose qui ne peut pas être dit autrement qu'avec des touches de couleur sur une surface. Rilke, dans ses lettres à un jeune poète, parle de regarder les choses avec une patience et une attention qui finissent par révéler quelque chose de leur être propre, pas ce qu'elles signifient, pas ce qu'elles servent, ce qu'elles sont. Cette distinction entre ce qu'une chose signifie et ce qu'elle est, entre son utilité et sa présence, entre son nom et sa réalité, c'est exactement la distinction que le retournement du regard permet de vivre l'espace d'un instant. La chose cesse d'être un signe, elle redevient une présence, ce que les sens disent quand l'esprit se repose. Il y a un paradoxe dans la façon dont nous parlons d'attention et de perception. On suppose souvent que plus on fait attention, plus on est attentif au sens d'un effort concentré, plus on voit. Et c'est vrai dans un certain sens. Mais il existe aussi une autre forme d'attention, une attention qui ressemble davantage à une réceptivité qu'à une concentration, une ouverture sans direction précise, qui peut, dans certaines conditions, être encore plus perméable à ce qui est là. Les Japonais ont un mot pour quelque chose de proche, mushin, qu'on traduit parfois par esprit vide ou esprit sans esprit, un état de présence sans fixation, d'attention sans objet précis. Ce n'est pas l'inattention, c'est une autre forme d'attention. Les arts martiaux japonais l'ont développé comme condition de la réponse parfaite. Un esprit trop tendu anticipe et se trompe. Un esprit trop détendu ne répond pas. Un esprit dans le mushin, ni tendu ni absent, peut percevoir et répondre sans l'intermédiaire du calcul conscient. C'est dans cet état
intermédiaire que le regard peut se retourner le plus facilement. Ni effort, ni abandon, ni saisir, ni lâcher. Simplement à être là, disponible et ouvert à ce qui vient. Et ce soir, dans la nuit calme, dans le ralentissement progressif du corps, cet état est peut-être plus proche qu'il ne l'est jamais. Les angles du réel. Il y a une propriété du réel que nous oublions souvent. Le réel a plusieurs angles. Pas dans le sens relatif où chacun verrait les choses à sa façon, et aucune façon ne vaudrait plus qu'une autre, mais dans le sens plus concret où toute réalité complexe peut être approchée de directions différentes et révéler des aspects différents selon l'angle adopté. Un cristal tenu dans la lumière offre une face différente à chaque rotation. Chaque face est réelle, où aucune n'est la totalité du cristal, mais chacune révèle quelque chose que les autres ne montraient pas. Une situation de vie, un souvenir, un texte, un visage, tout cela a plusieurs faces. Et le regard ordinaire, efficient, habitué, classifiant, tend à fixer sur la face la plus connue, celle qu'il a appris à reconnaître rapidement, celle qui correspond à la catégorie la plus accessible. Le retournement du regard, ce léger déplacement de l'axe de perception, c'est une façon de tourner le cristal, de voir la face qui n'était pas visible depuis l'angle habituel, pas pour annuler ce qu'on voyait avant, mais pour enrichir la vision, pour y ajouter une dimension. Et dans ce geste minuscule, quelque chose du monde s'ouvre légèrement. Quelque chose qui était là depuis toujours, mais qui avait besoin d'un angle particulier pour être enfin vu. La confiance dans le regard qui ne comprend pas. Il y a une forme de courage dans le fait de ne pas comprendre, de laisser quelque chose rester dans l'ouvert, de ne pas précipiter la clôture, de résister à l'impulsion de nommer, de classifier, de ranger avant que la chose ait fini de se montrer. Notre époque est impatiente avec l'incompréhension. Elle valorise la clarté, la réponse rapide, la certitude. Elle rend parfois difficile de rester dans cet intervalle où quelque chose n'a pas encore de nom. Mais cet intervalle est précieux. C'est dans cet intervalle que les choses ont le plus de chances de se montrer dans leur singularité réelle, avant qu'on les ait trop rapidement absorbées dans ce qu'on sait déjà. John Keats, le poète anglais, parlait de la negative capability, la capacité négative, cette faculté de rester dans l'incertitude et le doute sans une irritable recherche d'une solution immédiate. Il la considérait comme une qualité essentielle du poète, mais c'est peut-être aussi une qualité essentielle de celui qui regarde vraiment. Oh, de celui qui accepte de ne pas tout de suite comprendre pour laisser à la chose le temps de se révéler à son propre rythme. Ce soir, dans la douceur de cette nuit, il y a peut-être cette possibilité de laisser les choses de la journée rester un peu dans l'ouvert, de ne pas tout résoudre, de ne pas tout clore, de laisser quelques questions sans réponse définitive, quelques images sans catégorie fixe, quelques sentiments sans explication immédiate, et de voir ce qu'ils révèlent dans cet espace laissé ouvert. Le lieu qui se retourne au petit matin. Il y a aussi ces matins particuliers, les matins d'après un sommeil profond et calme, les matins de certains dimanches, les matins de voyage dans une chambre inconnue, ce premier regard à l'éveil, ce moment où les yeux s'ouvrent et le monde revient, avant que la journée ne commence vraiment à s'organiser. Il y a dans ce premier regard quelque chose de particulièrement propre. La conscience vient de loin, elle revient du sommeil, elle n'a pas encore repris ses habitudes. Et pendant quelques secondes, parfois quelques dizaines de secondes, le monde qui se présente à ce regard frais n'est pas encore tout à fait catalogué. Les ombres au plafond sont des ombres, la lumière sur le mur est de la lumière, le bruit du dehors est un bruit. Et dans cet état de demi-éveil, la perception a une qualité particulière. Elle est directe, elle est simple, elle est neuve, dans un sens difficile à expliquer, mais facile à reconnaître quand on l'a vécu.
C'est peut-être ce premier regard de l'éveil qui ressemble le plus à ce dont nous parlons. Ce regard qui n'a pas encore repris sa routine, qui voit sans encore tout à fait nommer, qui reçoit le monde avant de le classer. Et peut-être que cette nuit, en glissant vers le sommeil dans cet état de présence douce, le premier regard du matin aura quelque chose de cette qualité. Ce regard légèrement retourné, ce regard qui voit un peu plus qu'à l'ordinaire, ce regard qui laisse les choses être ce qu'elles sont avant de décider ce qu'elles signifient. Ce qui continue dans l'obscurité. Quand le sommeil vient vraiment, quand la conscience se retire dans les profondeurs de la nuit intérieure, quelque chose dans l'esprit continue son travail. Pas le travail de la journée, pas les calculs et les planifications, mais un autre travail, celui des connexions inattendues, celui des associations libres, celui des réorganisations silencieuses de ce qui a été vécu. Les chercheurs qui étudient le sommeil et la mémoire ont montré quelque chose de fascinant. Le sommeil n'est pas simplement un temps de repos, c'est un temps de consolidation et de réorganisation. Pendant le sommeil paradoxal, cette phase caractérisée par des mouvements rapides, des yeux sous les paupières fermées et hyper fermées, le cerveau rejoue et réorganise les expériences de la journée. Il tisse des liens entre des éléments qui semblaient séparés. Il dissout des frontières entre des catégories qui semblaient imperméables. Il fait des associations que l'esprit éveillé, plus contrôlé, plus gardé, n'aurait pas facilement produites. Et parfois, au matin, on se réveille avec quelque chose de différent. Une perspective légèrement modifiée, une compréhension qui n'était pas tout à fait là la veille, un sentiment que quelque chose s'est placé autrement, sans qu'on puisse dire exactement quand ni comment. C'est le travail nocturne du regard, le retournement qui se fait dans l'obscurité pendant que le corps dort. Et peut-être que ce soir, en allant vers ce sommeil, avec ce léger assouplissement du regard, cette disponibilité un peu plus grande à voir autrement, le travail de la nuit aura de la matière, de bonnes questions sans réponse, de bonnes tensions sans clôture, de bonnes images à réorganiser différemment. Et au matin, peut-être, quelque chose aura glissé. Imperceptiblement, suffisamment pour que le regard soit, juste un peu, différent de ce qu'il était hier soir, plus poreux, plus disponible, plus proche des choses dans leur présence réelle et silencieuse. Ce que l'art fait au regard. Les artistes savent quelque chose de cela. Ils travaillent à partir de cela. Un tableau ne représente jamais simplement ce qu'il montre. Un poème ne dit jamais simplement ce qu'il formule. La peinture et la poésie travaillent à déplacer le regard ordinaire, à le dérouter légèrement, à lui faire voir la chose non pas différemment de ce qu'elle est, mais plus complètement. Dans ce sens profond, l'art est peut-être l'une des pratiques humaines les plus délibérément tournées vers ce retournement du regard. Cézanne peignant la montagne Sainte-Victoire, encore et encore, non pas pour la reproduire fidèlement, mais pour trouver quelque chose dans la façon de la voir qui échapperait à la simple représentation. Quelque chose dans la façon dont la lumière et la forme et la couleur existent ensemble dans un espace particulier, quelque chose qui ne peut pas être dit autrement qu'avec des touches de couleur sur une surface. Rilke, dans ses lettres à un jeune poète, parlait de regarder les choses avec une patience et une attention qui finissent par révéler quelque chose de leur être propre. Pas ce qu'elles signifient, pas ce qu'elles servent, ce qu'elles sont. Cette distinction entre ce qu'une chose signifie et ce qu'elle est, entre son utilité et sa présence, entre son nom et sa réalité, c'est exactement la distinction que le retournement du regard permet de vivre l'espace d'un instant. La chose cesse d'être un signe, elle redevient une présence, et dans cet espace retrouvé, quelque chose respire. La révision silencieuse. Il y a des choses qu'on croit savoir depuis longtemps, des opinions bien établies, des préférences claires, ou qui des jugements portés sur des situations ou des personnes et jamais vraiment remis en question parce qu'ils font partie du fond stable sur lequel on vit. Et il arrive que quelque chose,
un événement, une conversation, une lecture ou simplement un moment de calme profond dans lequel on est plus disponible que d'habitude. Fasse glisser légèrement le regard sur l'une de ces certitudes. Pas pour la détruire, pas pour la renverser, juste pour la regarder depuis un angle légèrement différent. Et dans cet angle différent, la certitude ne disparaît pas, mais elle perd un peu de son caractère absolu. Or, elle révèle ses bords, ses zones d'ombre, les hypothèses sur lesquelles elle repose et qu'on n'avait jamais vraiment examinées. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une remise en question dramatique, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on choisit. C'est une révision silencieuse. La certitude prend un peu plus de complexité, elle devient moins tranchante mais plus réelle, moins simple mais plus juste, moins rassurante peut-être, mais plus honnête. Et celui qui la détient maintenant d'une façon légèrement différente, voit le monde depuis un angle imperceptiblement plus ouvert. Ce retournement-là ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas. Il se produit dans la discrétion d'un moment calme et laisse, derrière lui, un espace légèrement plus grand. Restez tourné vers un angle neuf. Les sens autres que la vue participent aussi à ces moments de retournement. Il y a des retournements de l'oreille. Ces moments où un son familier, le tic-tac d'une horloge, le bruit du chauffage, le murmure de la circulation au loin, cesse d'être un bruit de fond inaudible et reprend soudain une existence propre. On entend à nouveau ce qu'on avait depuis longtemps cessé d'entendre. L'habituation acoustique se lève un instant et le son, ce son si connu, a la qualité d'un son qu'on découvre. Les musiciens travaillent à partir de cela. La musique cherche souvent à rouvrir l'oreille, à lui faire entendre des intervalles, des timbres, des rythmes d'une façon qui ne soit pas encore automatisée, d'une façon qui garde au son sa présence singulière. John Cage, le compositeur américain, a poussé cette idée très loin. Sa pièce la plus connue invite à écouter les sons du monde ordinaire, comme si c'était de la musique. Non pas en prétendant que tout bruit est une œuvre, mais en proposant une autre posture d'écoute. Une écoute sans attente de structure connue, une écoute ouverte à ce que les sons portent vraiment, indépendamment de la catégorie dans laquelle on les classe. Et dans cette écoute-là, le monde sonore ordinaire peut se retourner. Ce qui était bruit de fond devient présence. Ce qui était insignifiant révèle une texture. Il y a aussi des retournements du toucher. Ces moments où on pose la main sur une surface connue, une table en bois, un tissu de lit, la texture d'un mur, et où la surface, soudain, n'est plus simplement une surface de référence, mais une réalité tactile avec sa propre densité. On sent la rugosité, la tiédeur ou la fraîcheur particulière, le grain minutieux que la main avait cessé de percevoir à force de le connaître. Ces retournements sensoriels partagent la même logique que le retournement du regard visuel. L'habituation se suspend, la chose reprend sa présence. Le sens qui était devenu automatique retrouve sa qualité de sens vivant. Il y a des choses qu'on croit savoir depuis longtemps, des opinions bien établies, des préférences claires, des jugements portés sur des situations ou des personnes et jamais vraiment remis en question parce qu'ils font partie du fond stable sur lequel on vit. Et il arrive que quelque chose, un événement, une conversation, une lecture ou simplement un moment de calme profond dans lequel on est plus disponible que d'habitude, fasse glisser légèrement le regard sur l'une de ces certitudes, pas pour la détruire, pas pour la renverser, juste pour la regarder depuis un angle légèrement différent. Et dans cet angle différent, la certitude ne disparaît pas, mais elle perd un peu de son caractère absolu. Elle révèle ses bords, ses zones d'ombre, les hypothèses sur lesquelles elle repose et qu'on n'avait jamais vraiment examinées. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une remise en question dramatique, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on choisit. C'est une révision silencieuse. La certitude prend un peu plus de complexité, elle devient moins tranchante mais plus réelle, moins simple mais plus juste, moins rassurante peut-être, mais plus honnête.
et celui qui la détient maintenant d'une façon légèrement différente, voit le monde depuis un angle imperceptiblement plus ouvert. Ce soir, si quelque chose s'est légèrement décalé dans votre regard, si une pensée a pris un angle légèrement différent, si une image de la journée s'est vue autrement, l'espace d'un instant, si quelque chose dans l'espace de cette nuit a semblé brièvement, légèrement neuf, quelque chose du retournement a peut-être eu lieu, sans effort, sans méthode, sans objectif déclaré, juste cette qualité du soir, cette porosité particulière du bord du sommeil, ce relâchement naturel de ce qui tient le regard habituel en place. Et peut-être que dans les rêves qui viennent, ce regard légèrement retourné continuera son travail silencieux, non pas pour résoudre, non pas pour conclure, mais pour voir, autrement, un peu, suffisamment. La nuit est là, entière, silencieuse, vaste comme un espace ouvert, dans lequel les certitudes du jour se dissolvent doucement, dans lequel le regard peut rester tourné vers cet angle nouveau, sans avoir à le nommer, sans avoir à le fixer, sans avoir à en faire quoi que ce soit d'autre que le laisser être là, présent, vivant, tourné vers quelque chose qui n'a pas encore besoin d'un nom pour exister. Dormez bien, et laissez l'œil continuer doucement son voyage, là où les mots ne vont plus, là où le regard seul sait encore voir.